Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Investigation. Ce soir, direction l'océan Indien avec une première étape à l'île Maurice. Destination très prisée des touristes, notamment français. L'île Maurice, c'est aussi l'un des pays les plus riches d'Afrique. Successivement française, puis anglaise jusqu'à son indépendance en 1968, elle a su gérer sa liberté recouvrée avec un succès indéniable. L'île a réussi avec brio sa transition économique, mais ce miracle a son revers. Une partie de la population, et notamment les classes moyennes, ne parvient pas à suivre et les écarts se creusent. Confrontation à vendre l'île Maurice, un documentaire de Sandra Rude. Donc là on est vraiment dans le cœur d'Anahita, donc du domaine, c'est vraiment la place où effectivement les résidents, les propriétaires vont se réunir, il y a les restaurants, le spa, toutes les facilités, les boutiques et autres. Et après on repart finalement dans le domaine qui est assez vaste, donc 213 hectares sur 6 km de côte. Et ce que vous voyez en face en fait, c'était vraiment le premier quartier qui sont des appartements et tous ces appartements sont partis en 6 heures. Ça a répondu vraiment à une envie d'investir sur l'île Maurice et de flairer justement ces bons investissements. On va fêter nos 10 ans cette année et on a déjà aujourd'hui vendu 230 propriétés, 230 unités. Et il y en a à peu près 195 qui sont déjà sortis de terre, les autres sont en cours de construction. On est le seul avec vraiment où on est pied dans le lagon, c'est vraiment le seul à Maurice. Donc là effectivement on est sur le trou numéro 4, qui est l'un des trous signature, qui va vraiment se retrouver entre ce qui fait le cœur d'Anahita, c'est cette mangrove, et de l'autre côté effectivement ce lagon. Généralement c'est le coup de cœur des propriétaires se fait justement beaucoup pour ces raisons-là. Ce domaine très privé et sous bonne garde est réservé aux étrangers. Et les acheteurs sont majoritairement français. L'île Maurice fait tout pour séduire les Occidentaux, surtout s'ils ont les poches pleines. Située à 9000 km de la France et une demi-heure de vol de la Réunion, l'île Maurice a tout d'un paradis tropical. Elle attire chaque année 1 300 000 touristes, soit autant que sa population. Depuis 10 ans, elle séduit aussi les investisseurs étrangers grâce à une santé économique insolente. 3,5% de croissance, un PIB par habitant parmi les plus élevés d'Afrique, des infrastructures rutiles en œuvre et une stabilité politique et sociale qui fait figure d'exception dans cette zone géographique. Une véritable performance pour ce pays indépendant depuis seulement 1968. Il y a des bonnes ondes, il y a une bonne énergie. C'est un pays qui est fantastique. C'est pas prêt d'en partir. Une bonne énergie, favorisée par une fiscalité aussi clémente que le climat. Il n'y a pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation. On est dans un pays où ce que vous gagnez est quasiment du revenu net. Un pays qui favorise clairement l'entrepreneuriat et c'est ça qui marche à Maurice. Paradis fiscal et Eldorado pour les entrepreneurs, l'île Maurice devient un enfer pour ceux qui ont raté le train de cette mondialisation à marche forcée. Ici, on n'a pas de RMI, on n'a pas de RSA, on n'a pas d'allocation familiale, rien. Et ici, si vous ne travaillez pas, vous êtes dans la merde. Les écarts entre les plus riches et les plus pauvres se creusent à grande vitesse. Et tandis que les programmes immobiliers pour étrangers fortunés fleurissent partout dans le pays, les Mauriciens s'inquiètent pour l'avenir de leur île, dont l'âme est peu à peu bradée sur l'autel du libéralisme. Mais dans les faits, ce qu'on constate, c'est plutôt le gouvernement des multinationales et des gros conglomérats, quoi. Aucun touriste ne viendra plus à Maurice si c'est bétonné partout. Quand je viens là, je ressens la division. Quand je regarde tout ça de l'autre côté, moi j'ai un sentiment que t'as pas le droit. Jusqu'à quand les Mauriciens accepteront-ils que leur île soit vendue au plus offrant ? Guillaume de Bricourt a quitté Nantes pour créer ici une société de location de villas de luxe pour les touristes. Il ne regrette pas sa vie en France,
On comprend facilement pourquoi. Bon, ne vends plus ici. Toujours pas là de la vue. Ah non. Bah non. Mais en bonne occidentale, je me force tous les matins à me dire j'ai beaucoup de chance. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir décidé un jour ce changement de vie, parce que effectivement, depuis presque 10 ans que nous sommes là, on a vécu des choses assez incroyables. Dans la vie rêvée d'expat, il n'y a pas que les cocotiers, mais aussi du personnel à plein temps. Alors, est-ce que c'est le roulé à la gelée de goyave? Magnifique. Et mangue. Et à la mangue aussi. Top. J'adore ce gâteau. Super. Bon, impeccable. Bon, bon courage. On était arrivé avec l'envie justement de la jouer profil bas, et puis c'est pas la jouer profil haut d'avoir du personnel, quoi. Tout le monde a du personnel, et dans le village on n'aurait pas compris qu'on n'en ait pas. Donc effectivement on est pas mal aidé, c'est hyper agréable, et puis bon, il y a une bonne ambiance, on s'entend très bien. Mais pour profiter de la vue, il a dû faire une concession, se contenter d'être locataire. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre heureux si on n'est pas propriétaire. Moi, mon bonheur, c'est le matin de voir la mer, quoi. Donc, moi, j'ai fait le choix d'être locataire parce que c'est la qualité de vie qui prime, quoi. Et les loyers sont, somme toute, raisonnables par rapport à la qualité de la vie que ça procure, quoi. Donc, voilà, pour moi, le choix, il a été vite fait. Puis, il y a des inconditionnels de non, je ne peux pas dormir si c'est pas moi le propriétaire du lit, du mur, du toit. Voilà, il y a des gens qui ont du mal un peu à se détendre, c'est comme ça. Guillaume loue sa maison à une propriétaire mauricienne pour 1 500 € par mois. Seuls les Mauriciens et les hôteliers ont le droit de construire en bord de mer. Les étrangers peuvent pourtant acheter une résidence à Maurice. C'est même fortement encouragé par l'État mauricien qui a mis en place des programmes d'investissement foncier rien que pour eux. Mais ces biens se trouvent dans des résidences fermées, dans les terres. Il faut montrer patte blanche pour y accéder. Bonjour. Karen Angus travaille pour l'un de ces nombreux promoteurs immobiliers. Alors, je vais vous présenter le style de maison que nous vendons à l'île Maurice. Alors, vous avez ici une maison de 4 chambres à coucher, donc avec un terrain de 800 mètres carrés, avec donc piscine privée, jardin privatif. Et la maison fait 414 mètres carrés en construit et 290 en surface utile. Pour ces demeures de papier glacé, le prix atteint celui des grandes villes françaises. Plus de 3 000 € du mètre carré. Nos produits se situent entre 400 000 € et 1 million d'euros. Ce style de maison, cette taille-là de maison, on est dans les 900 000 €. L'État mauricien perçoit 5% de la transaction immobilière. Et pour attirer les gros investisseurs, il a trouvé un bonus de choix. À partir d'un achat de 500 000 $, les étrangers souhaitant vivre à Maurice acquièrent un permis de résidence qui est rattaché à la propriété. Donc, en effet, généralement, ce style de villa, c'est des gens qui veulent s'installer et vivre à Maurice. Donc, pour cela, ils ont besoin d'un permis de résidence. Donc, il est donné avec l'acquisition immobilière. Avec 500 000 $ investis, soit environ 450 000 €, l'acquéreur étranger obtient donc la possibilité de se domicilier fiscalement à Maurice, où l'impôt est très très doux. Un bon moyen d'échapper au fisc dans leur pays d'origine. Quitte à se calfeutrer derrière de hauts murs surmontés de clôtures électrifiées, et pour profiter du lagon, il faut affronter les bouchons. Nous sommes à 3 minutes en voiture de la mer, donc on n'est pas si loin du bord de mer, mais on ne peut pas être pied dans l'eau, donc on est en second rang. Près d'1 million € pour n'être qu'en second rang, c'est rageant. On se rattrape sur la tranquillité, nous n'avons croisé personne, à part quelques jardiniers un peu intimidés. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, les 63 villas ont déjà été vendues en moins d'1 an. Alors voici la phase 2 qui est en construction. C'est combien de propriétaires? Alors là, nous avons 71 villas et 40 duplex sur 76 000 m² de terrain. Derrière les principaux projets immobiliers, on trouve essentiellement les grands groupes sucriers. Ce sont eux qui détiennent la plupart des terres.
Pour comprendre la métamorphose actuelle de l'île Maurice, il faut bien garder cette donnée en tête. Il y a 50 ans, l'économie de l'île était basée sur une monoculture, celle de la canne à sucre. Avec l'effondrement des cours mondiaux, les puissants groupes sucriers ont décidé de diversifier leurs activités et de convertir leurs terrains. Un choix que ne peuvent pas se permettre des petits planteurs, détenteurs de parcelles de taille modeste. Sungun Kripalu représente ces petits producteurs qui ont bien du mal à tirer leur épingle du jeu. Voilà la plantation. Vous voyez les gens là-bas, ils sont en train de planter les pousses de canne à sucre qui vont croître pendant 7 ans. Chaque année, ils vont venir faire la récolte et ça va durer comme ça pendant 7 ans. Dans ces petites exploitations rocailleuses, impossible d'utiliser des machines agricoles. Les femmes, plutôt âgées, y travaillent encore à l'ancienne, dès 6 heures du matin, pour quelques roupies par jour. Elle a 8 enfants. Elle travaille depuis l'âge de 20 ans. Elle a maintenant 72 ans, bientôt 73. Elle est encore costaud, hein. Ça c'est les Mauriciens. Elle devrait être à la retraite depuis ses 60 ans. À Maurice, on touche normalement une pension retraite à partir de cet âge. Ça fait à peu près 5000 roupies, environ 125 €. Elle a besoin d'un complément, sa retraite ne lui suffit pas. C'est pour ça qu'elle doit continuer à travailler. C'est une vie très difficile, vraiment très très difficile. To get her living. It's hard life. Yeah, very hard life. Very hard life. Pen pen goriya resam ke sari. Pen pen goriya resam ke sari. Oh, dadi lagavela. Chalo sage. Lagavela. Chakra chakra bo. Ces femmes sont les dernières à accepter ce pénible labeur. Pas étonnant que les nouvelles générations n'aient pas envie de prendre la relève. Avec le temps, les gens ont économisé de l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Ces enfants ont grandi et ils veulent des emplois plus qualifiés. Ils veulent travailler dans les bureaux ou pour le gouvernement. Maintenant, de nombreuses personnes travaillent dans le tourisme, d'autres dans des secteurs émergents comme les e-villes ou la banque, l'assurance ou les sociétés offshore. L'économie est très diversifiée désormais. Un monde est en train de disparaître, remplacé avec une rapidité déconcertante par un nouveau modèle économique basé sur les fameuses e-villes, appelées aussi les smart cities, les villes intelligentes. Now, through the Smart City Scheme, Mocha proposes new development and investment opportunities, with a central business district promoting innovation. New contemporary residential projects accessible to both locals and foreigners. Invest in Mocha, the heart of Mauritius. Ces cités idéales, dédiées aux métiers de l'Internet et de l'innovation, poussent comme des champignons aux quatre coins de l'île. Et une fois encore, le gouvernement incite fiscalement les investisseurs, en particulier les étrangers, à s'implanter dans le pays. Nicolas Goldstein travaillait dans la net économie à Paris. Il sous-traitait une partie de son activité à l'île Maurice et a finalement sauté le pas en s'installant ici. Il est fier de nous montrer ces nouveaux locaux qui accueillent un concentré des métiers de l'économie dématérialisée. Ici, nous sommes dans l'incubateur. On va commencer par la salle de formation. Une salle de formation qui peut accueillir jusqu'à 32 personnes. J'ai toute mon équipe digitale qui est là. Ici, ils sont spécialisés dans les cours de langue à distance, aussi bien par Skype, WhatsApp ou Internet. On va continuer la visite. Ici, c'est une équipe spécialisée dans la création de sites web en grande quantité. On appelle ça une WordPress Factory pour des clients essentiellement francophones.
Et donc on a recruté les meilleurs de l'île, donc ils sont là. Régulièrement, tous les 3 mois, on essaie de les pousser à s'auto-former aux nouvelles technologies pour être toujours au top de la forme, surtout dans les nouvelles technologies. Donc ici, on a une autre équipe qui est spécialisée dans l'assurance sur Internet. L'île Maurice a des atouts de taille. De par son passé colonial, la plupart des Mauriciens parlent anglais et français. Et ils sont raccordés au monde par un accès Internet ultra rapide. Le gouvernement a mis en place tout le moyen et l'infrastructure qu'il faut pour que les entreprises de l'Internet, du digital et de l'informatique réussissent. Et donc c'est ça qui a fait que Maurice, depuis une dizaine d'années, a décollé sur la scène des nouvelles technologies, du BPO et du centre d'appel en général. L'avantage d'être ici également, c'est qu'on a une main-d'œuvre compétitive qui est prête à être formée et qui est déjà formée depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'ils sont plus compétitifs qu'en Europe. Plus compétitif, ça veut surtout dire 4 fois moins cher qu'en France. Une aubaine pour les chefs d'entreprise. Pour chaque nouveau contrat, Nicolas a son rituel. Dès qu'on signe un client, on sonne le gong. Donc on va à Eben. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on appelle la cybercité. C'est là où toutes les entreprises internationales dans les nouvelles technologies s'implantent. Les entreprises du BPO, du call center. Moi j'ai connu en 2004 avec une seule tour, avec un premier client. Et maintenant vous allez voir le nombre de tours qu'il y a. Ça a vraiment connu un essor plutôt exceptionnel. Nicolas va saluer son mentor, Vidya Munigan, l'un des pionniers de l'économie digitale. C'est vrai que t'as ouvert les plateaux, c'est top comme ça. Ouais, c'est bien. Très aéré, très bien. Sur ce grand plateau, on gère aussi bien la compta d'entreprises basées en Australie que le service après-vente d'un opérateur téléphonique français. D'accord. Le monde entier a délocalisé ici ses démarchages commerciaux et autres sondages d'opinion. Comme je te disais, en 2002, il n'y avait que les champs de Cannes. Et aujourd'hui, c'est devenu le centre financier, le centre technologique de l'île Maurice, avec 20 000 personnes qui travaillent ici. Et donc les investisseurs ont cru à investir dans un champ de canne à sucre. Effectivement. C'est beau. Le business appelle le business. 45% des investisseurs à l'île Maurice sont français. Au point que des sociétés de conseil en expatriation ont vu le jour, comme celle de Sylvain Lyotard. Son client Franck s'est installé il y a 3 mois à l'île Maurice. Créateur de site web, il s'acclimate très bien au droit du travail local. Tu es content de ton installation, tu repars pas tout de suite Donc moi, tout se passe bien. Mon business model que j'avais prévu à la base fonctionne très bien et grâce à de nouvelles activités, il y a d'autres perspectives qui s'annoncent plutôt pas mal. On ne va pas le cacher, une des raisons premières de ma venue ici, ça reste quand même beaucoup de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a des personnes qualifiées nettement moins chères qu'en France, sachant que j'ai payé nettement plus que le salaire moyen mauricien. Je suis à 400 € par mois. 400 € par mois, voilà, ça veut dire que pour le prix d'une personne en France, j'en ai presque 6 ici. La durée légale du travail, c'est entre 45 et 49 suivant les métiers. 6 jours sur 7 si on veut, on peut travailler le soir. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Les Mauriciens ont envie de travailler. Donc c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Sylvain, lui, est arrivé il y a 5 ans. Et il est tout aussi conquis par son pays d'accueil. Très honnêtement, je ne pense pas être un génie de l'entrepreneuriat. En France, je suis certain que je n'aurais pas réussi comme je suis en train de réussir ici. C'est vraiment le système mauricien qui me permet de réussir, clairement. On a une fiscalité qui est extraordinaire, 15% sur les activités réalisées à Maurice et de 0 à 3% sur les activités réalisées à l'international. Il n'y a pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation. On est dans un pays où ce que vous gagnez est quasiment du revenu net. Ajoutez à cela que ni les bénéfices ni les dividendes ne sont taxés et vous comprenez pourquoi l'île Maurice est un rêve éveillé pour les chefs d'entreprise. Un enthousiasme que ne partagent pas nécessairement les employés de ces nouveaux secteurs. Anaëlle a travaillé pour un centre d'appel et a accepté de nous parler. Mais elle a souhaité garder l'anonymat. J'étais au service client et j'ai travaillé pour le département français. Je commençais à 10h le matin et je finis 23h le soir. Il y en a aussi des sup quand il y a l'hiver en France. Et je finis minuit, 1h du matin, comme ça, je fais 2 heures sup. Je gagnais assez bien, je pourrais me débrouiller sur la maison, de payer le loyer, l'électricité, tout ça. Un salaire couvrant tout juste ses besoins et des horaires à rallonge, incompatibles avec une vie de famille.
Voilà l'envers du miracle économique mauricien. À la naissance de sa fille, Anaëlle a dû changer de job. Là maintenant, le travail que je fais à l'usine textile, je gagne pas beaucoup, mais les gens ne savent pas comment on fait, qu'est-ce qu'on a à manger. C'est pas facile. Je suis toute jeune et ma mère aussi, elle me donne des conseils pour ne pas toucher à la drogue, pour ne pas faire des conneries, tout ça. Parce que ma mère et mon père aussi étaient accros à la drogue. Une partie de la population a perdu ses repères et sombre dans la drogue. Maurice détient un triste record, celui du premier consommateur d'opiacés en Afrique. Malgré sa réussite apparente, le pays ne parvient pas à éradiquer ce fléau. Au petit matin, dans les quartiers populaires de Port-Louis, la capitale, Naguim Karimoula est un ancien toxicomane. Il essaye aujourd'hui d'aider les drogués à s'en sortir. Il sait où les trouver, près du commissariat du quartier. Voilà, je fais couleur. Tu fais toi, D. Après, dis pas comment. Voilà. C'est devant les postes de police qu'est distribuée la méthadone, un traitement de substitution à l'héroïne. Raison invoquée par le gouvernement, prévenir tout débordement. Une distribution sous surveillance et qui n'a lieu qu'entre 6 et 8 heures du matin. D'où ce défilé permanent pour avoir sa dose. Tassima, comment ça s'est été? Comment tu peux amener la vie quand tu peux encore pas droguer? Je suis tracée seule. Hein? Et il a même fait la prostitution. D'accord. Il a même été fait la prostitution. Et après, comment ça se peut dérouler? Dans le passé, elle a toujours mendié pour se nourrir. Et elle avait des enfants. Je le connais, ses enfants aussi. Et la première a été bébé quand elle était en train de prostituer. Mais il n'arrive pas à trouver une boulot pour se nourrir. Quoi. Elle vit seulement avec une social aide qu'on lui donne. Et ça fait pas même des 2000 roupies, 1600 roupies. Et voilà, sa vie, comment elle est à Taslima aujourd'hui, malgré qu'il a fait tous ses efforts pour sortir dans les fléaux de la drogue. Ben, voilà les résultats. Elle subit toujours la discrimination, la stigmatisation, le rejet et surtout le préjugé parmi la société. Allez, merci. Merci. Bon, on a une idée. Ouais, tout à l'heure, mais... Après la prise de méthadone, certains accros se retrouvent dans le parc du quartier, car aucun accueil ni accompagnement médical ou psychologique n'est prévu pour mettre fin à la dépendance. Ça fait 7 ans, vous vous rendez compte que je suis sur méthadone. Je ne peux pas avoir une vie normale. Au début, ils nous avaient dit que le traitement allait durer 6 mois. Ok ? Mais maintenant, ils nous disent que bon, le traitement c'est 200. Mais maintenant, c'est plus 200. C'est allez, on vous donne le méthadone, faites ce que vous voulez avec, vendez-le, allez vous shooter, faites ce que vous voulez avec. Allez-y, allez crever, il n'y a pas de docteur, il n'y a personne pour nous suivre. Le gouvernement de Maurice qu'ils font aux junkies à Maurice, c'est vraiment dégoûtant. Ils ne nous traitent pas comme des humains. C'est vraiment, ils nous traitent comme des animaux. Ces traitements de substitution ne règlent pas le problème de la dépendance. Ils permettent juste de calmer les junkies qui pourraient avoir recours à la violence pour se procurer l'argent de leur dose. Et ça, ce ne serait bon ni pour l'image du pays, ni pour le tourisme. Au quotidien, seules les associations viennent en aide aux parias de la société mauricienne. Naguim a pu reconstruire un semblant de vie grâce à ces ONG.
Il a tenu à nous emmener chez lui, dans les faubourgs de Port-Louis. Un quartier pauvre où il y a quelque temps encore, les dealers avaient pignon sur rue. Naguim veut nous raconter son histoire et son parcours du combattant. Quand j'étais jeune, j'étais même commencé par, tout le monde sait, une cigarette. Et surtout par la curiosité. Je n'ai pas pensé que qu'est-ce que ça va me remporter à l'avenir. Comment cette bonne chose qu'on appelle la drogue pour la première fois que je le pris, et comment ça va détruire ma vie en entier. Il y a plus de 10 ans, il contracte le sida à cause d'une seringue contaminée. C'est la descente aux enfers. À cette époque-là, en 2005, l'année 2005, sida, il n'y avait même pas de traitement en 2005. Et sida, quand une personne a eu sida, ça veut dire qu'il va mourir. Sida, c'était égal à la mort. En 2005, j'ai été rejeté par mes enfants. Et j'ai été même SDF pendant plus que des années. Et heureusement que le médicament ici à Maurice est gratuit. Et les traitements aussi sont gratuits à Maurice. Mais par contre, dans d'autres pays, il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir ces traitements-là, surtout les médicaments. Je suis en train de vivre comme d'autres personnes dans le passé m'ont dit « Ah, tu as sida, tu vas mourir, demain tu vas mourir, ah, demain tu vas mourir. » Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis là, devant vous, comme ça. Malgré la précarité de son existence, Naguim bénéficie de traitements antirétroviraux qui sont gratuits. Depuis son indépendance en 1968, l'île Maurice a calqué son système social sur le modèle franco-britannique. L'État-providence assure à ses citoyens l'accès à la santé et à l'éducation. L'école est gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. Les manuels scolaires sont fournis par le gouvernement qui assure aussi le transport scolaire. Mais malgré tous ces efforts, nombre d'enfants ne parviennent pas à rester dans le système. Près de 40% des petits Mauriciens décrochent dès l'école primaire. Ceux qui franchissent le cap ont recours pour la grande majorité à des cours particuliers qui coûtent de véritables fortunes aux parents. Autre alternative, choisir des écoles privées. Dans ces établissements où la sélection se fait d'abord par l'argent, changement d'ambiance flagrant à la sortie des cours. Elle est bien située, aussi l'éducation qu'on reçoit elle est bien, donc c'est la meilleure option qu'on a. Est-ce que c'est cher? C'est la question que je me pose. C'est cher, oui, c'est cher. Ça... C'est à peu près combien par mois? Ça maintenant, ça s'est sorti combien? Qu'est-ce qu'ils sont dit dans les papiers? Parce qu'on vient de remplir les formulaires, mais... C'est cher, mais pas rédhibitoire pour un expatrié. Dans cette école française, les frais de scolarité annuels s'élèvent à 2 500 € dès la maternelle et montent jusqu'à plus de 4 000 € au collège. Des sommes prohibitives pour un Mauricien moyen dont le salaire mensuel oscille entre 300 et 600 €. Les frais d'inscription atteignent des sommes vertigineuses dans l'enseignement supérieur. Dans ce cours pratique d'architecture, les étudiants conçoivent des tours de garde de maîtres nageurs sauveteurs, sous l'œil bienveillant de leur professeur mauricien, Jean-François Maroussel. Sur tes plateformes, pourquoi est-ce que quand je prends quelque chose de très long et de très mince, quand j'appuie, il y a une flexion? Et pourquoi quand c'est renforcé, surtout en rond, quand j'appuie dessus, ben, ça résiste? C'est la première fac d'archi de Maurice et c'est la première promotion. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle voie à l'île Maurice. Nous n'avons pas assez d'architectes. Donc c'est super important qu'il y ait des architectes mauriciens qui puissent accompagner
le développement à Maurice. Jean-François a lui-même dû s'expatrier pour ses études. J'ai étudié en Angleterre pendant 10 ans et ça a été très dur parce que c'est un nouveau monde et souvent, dans des familles, il fallait faire des choix. Qui c'était celui qui partait parce que la famille ne pouvait pas payer les études de tous les enfants. Là, c'est extraordinaire d'avoir cette possibilité d'études à l'île Maurice. Pour ces étudiants, pas de frais de voyage ni d'hébergement pour aller se former à l'étranger. Enfin, l'opportunité pour les classes moyennes et populaires mauriciennes de poursuivre des études, pas si sûr. Pour ce cursus dispensé par l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, il faut débourser 6 500 €. Même tarif pour les autres universités françaises implantées ici, comme le Panthéon-Assas ou l'École centrale de Nantes. Leurs frais d'inscription sont ici de 10 à 30 fois plus élevés qu'en France. Seule l'élite mauricienne a accès à ces cursus. Nous ciblons une clientèle solvable d'une part, mais nous misons beaucoup sur un système sur lequel nous travaillons qui est une levée de bourse. Nous avons pour ambition de faire ce pôle d'éducation un lieu de prédilection pour les Africains, afin qu'ils puissent venir étudier à Maurice à des coûts éventuellement inférieurs qu'en Europe ou en Australie ou en Amérique. On résume. L'ambition de ce campus, faire payer le prix fort à ceux qui peuvent, notamment aux Mauriciens, et sponsoriser les étudiants africains. Ils sont déjà nombreux sur le campus, comme Sacha Vanjiku, qui vit dans la cité universitaire. Je suis kenyane et j'ai 18 ans. J'étudie les sciences de l'ingénierie à l'École centrale de Nantes sur le campus de l'île Maurice. Nous sommes 8 Kenyans dans ma classe, 4 filles et 4 garçons. La plupart des étudiants africains sont kenyans. Sur les 10 Africains au total, on est 8 Kenyans, un Éthiopien et un Tanzanien. Ils sont venus faire de la promotion pour cette école dans les établissements en Afrique et ils sont venus dans mon lycée. Ils ont sélectionné des élèves, j'en ai fait partie et au final, j'ai été prise. Privilégier les étudiants africains peut sembler un choix peu patriotique, mais il a sa logique. Maurice, aujourd'hui, c'est 1 300 000 habitants, c'est 10 000 lycéens ou 10 000 bacheliers à l'année. Il est évident qu'on ne peut pas développer une école avec si peu d'étudiants et lancer une vraie dynamique d'école. Donc forcément, Maurice, pour nous, est une réelle plateforme pour adresser le marché africain. Et c'est vrai qu'en termes de comparaison, 10 000 lycéens, bacheliers, équivalent bachelier à Maurice, 570 000 rien qu'au Kenya. Il y a un vrai enjeu, on va dire, pour l'éducation, au sens large, et ça s'internationalise fortement. Seuls 50% des bacheliers mauriciens poursuivent des études supérieures. Les écarts de revenus entre les diplômés et les autres se creusent toujours davantage et renforcent les inégalités de classe. Pour ceux qui ont dû arrêter l'école tôt, c'est le système D pour boucler les fins de mois. Jeanne Maya Jessing Fokira, qui se fait appeler frère, en sait quelque chose. Aujourd'hui chauffeur pour touristes, il a dû s'adapter pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants. J'ai débuté comme sécurité, puis aller aux usines textiles comme quality controller. Après, j'ai vu qu'être chauffeur camion, c'est un petit peu plus et de l'argent quand je gagne comme salaire. Alors, je suis allé faire chauffeur camion. Et après, j'ai eu l'occasion d'obtenir un permis taxi. Vous savez qu'ici, on n'a pas de RMI, on n'a pas de RSA, on n'a pas de location familiale, rien. Et ici, si vous ne travaillez pas, vous êtes dans la merde. Alors, il faut toujours bosser. Avec 20 000 roupies, on achète les courses, payer l'électricité, payer l'eau, payer le téléphone. Si on bosse 25 000 ou 30 000 roupies, là, on peut économiser pour qu'on puisse acheter une voiture ou construire une maison ou faire rénovation des maisons.
Mais personne ne vous donne 25 000 roupies, Sodra. Si vous allez bosser 20 000 roupies, il faut faire des trucs à part. Pour gagner ces 25 000 roupies, soit 625 €, Frère accepte toutes les missions qu'on lui confie, notamment celle de faire les courses pour son employeur. Depuis 5 ans, des centres commerciaux sont sortis de terre pour répondre aux besoins des touristes et expatriés. Dans ce supermarché, on se croirait tout simplement en France. Une débauche de produits et de marques dont les prix sont identiques à ceux pratiqués chez nous, voire beaucoup plus chers quand il s'agit de produits frais importés. C'est combien ça, frère? Oh là là, 495 roupies, moi je ne vais pas acheter ça moi. 12 € le morceau de brie industriel, ça fait cher le plateau de fromage. Si les salaires augmentent, le coût de la vie croît tout autant. Quand il y a promotion, oui, tout le monde vient. Mais sinon, aussi des étrangers viennent. Et moi, comme je fais pour les courses pour les Guillaume, j'achète des bavettes et j'achète aussi la viande hachée. Elle vient d'où, la viande? Australie. Ah ouais, ça doit être cher, non? C'est combien, là? Alors, c'est 1 kg 12 grammes, 1800 roupies. 1800 roupies? 1800 roupies, c'est cher. 45 € le kilo de viande sous cellophane, là, c'est carrément du luxe mal emballé. Alors, on en a eu pour combien? Ben, pour 4298 roupies, pour 3 jours. Ah, c'est cher. Cher, ouais. Et toi, pour nourrir ta famille, t'as bien 4 enfants? Ah oui. T'as un budget de combien par mois? 9000 roupies pour un mois. Mais ici 3 jours pour 4000 roupies. S'il faisait ses courses ici, Frère dépenserait son budget alimentation mensuel en moins d'une semaine. Comme beaucoup de Mauriciens, il continue de fréquenter les marchés traditionnels. Mais il aspire, comme ses compatriotes, à une vie plus confortable et plus moderne. D'après un rapport de la Banque mondiale, l'apparition de la société de consommation de masse a créé de nouveaux besoins et surtout suscité de nouvelles envies. Les gens s'endettent pour adopter un mode de vie à l'occidental et certains s'enfoncent dans la précarité. Paradoxalement, alors que l'économie ne connaît pas la crise, le nombre de pauvres a augmenté ces 15 dernières années. Les plus démunis vivent avec moins de 90 € par mois. Dans ce bidonville de la baie du Tombeau, 150 familles s'entassent dans des logements de fortune. Les enfants ont des smartphones, mais pas toujours de quoi se nourrir. Les mères célibataires comptent parmi les plus précaires. C'est pas facile pour moi d'élever 5 enfants et de payer le loyer, tout ça. C'est vraiment pas facile pour une mère célibataire, donc j'ai décidé d'emménager. Christelle Deville est femme de ménage et gagne 200 roupies par jour, soit 5 €. Oh, regarde ma maison, si vous touchez comme ça tombe. Viens voir. Pour que les enfants n'attrapent pas froid le soir, je dois mettre ça, regarde. Vous voyez? C'est ouvert, il n'y a aucune sécurité. Si je dois sortir, si je dois aller travailler, il faut que mes enfants restent à la maison, ils ne vont pas à l'école. Ils restent à la maison, ils surveillent la maison et ils s'occupent des bébés. Moi, je peux travailler. Comme tous les jours, le dîner sera frugal. Un paquet de riz ration, 35 roupies. Un paquet de bread, 10 roupies. Avec un petit bout de poisson salé, 25 roupies. Et tous les jours, vous êtes tracés comme ça. Il n'y a pas de toilette, comme vous voyez. Voilà ma salle de bain. Je fais la vaisselle en haut. Et là, c'est assez serré, comme vous voyez. C'est pas très... Et l'eau, mais ils sont énormes, vos bidons. Comment vous les remplissez? Je remplis à travers ça. Je viens d'évider là. Donc vous prenez le petit blanc, oui, et vous faites l'aller-retour jusqu'au point d'eau. Ouais. Et il est loin le point d'eau? Au fond, jusqu'aux toilettes. D'accord. Donc il vous faut combien d'allers-retours comme ça pour... 12 matins, 12 soirs.
12 12 allées. Et il faut recommencer tous les matins? Tous les matins. Il y a des coupures d'eau en plus, j'imagine, non? Oui, pendant la journée, l'eau ne coule pas. Donc vous êtes obligé de vous lever très tôt, c'est ça? Le matin, 4h30, pour que les enfants puissent se laver le matin. Et le soir, 11h, 23h, minuit, 1h. Mais vous dormez parfois? Non, le soir je dors pas. Je dors pas assez. J'ai que 3 heures de temps pour me reposer pendant la nuit. Et c'est pas évident. Le soir, tant que les bébés ne dorment pas, je ne peux pas dormir. Vos enfants, les plus grands, peuvent vous aider maintenant? Oui, ils m'aident beaucoup. Vraiment trop beaucoup. Des fois, ils ne vont pas à l'école pour ça. Chose que pour moi-même, en tant que maman, c'est chagrinant, mais je ne peux rien y faire. Dans ces conditions, on comprend mieux le décrochage scolaire. Difficile, voire impossible de sortir de la spirale de la misère. Ok, on va à l'extérieur pour voir les ampoules mangent ou ça ne mange pas. Pour Frère, la journée n'est toujours pas terminée. Pour arrondir ses fins de mois, il s'occupe de l'entretien de villa. Tous les spots sont bons, je garde l'ampoule et là je file pour voir les problèmes d'eau. Tout doit être passé au peigne fin avant l'arrivée des prochains touristes. Dans cette villa de luxe, on ne tolère pas la moindre coupure d'eau. Qu'elle soit pleine tout le temps, sinon il y a la pompe, ça ne va jamais déclencher. Et là on vérifie aussi les bouteilles de gaz là. S'il y a... Ok. Électricien, plombier et chauffeur. Mais les coûts de la vie, toujours, ça augmente. Il faut toujours bosser. Il faut toujours chercher des temps libres pour faire quelque chose. Que ça nous ramène un petit peu d'argent en plus. Il est très tard quand Frère rentre enfin chez lui. Juste à temps pour assister au repas de fête avec sa future belle famille. En cuisine, ultime préparatif d'un dîner traditionnel. Au menu, farata, soupe de lentilles et purée de Christophine. Le futur marié n'est pas là. Il travaille sur des bateaux de croisière et passe la majeure partie de l'année à l'étranger, comme 20% des Mauriciens qui envoient des devises au pays. Avec 4 enfants et des ménages pour contribuer au budget familial, sa femme est bien fatiguée. Mais elle aussi fait bonne figure. Retour sur le luxueux et très sélectif domaine d'Anaïta que nous avions découvert au début de notre visite. Là, on est dans l'une des premières villas d'Anaïta qui a été construite. Donc celle-là, je crois que c'est 2011 par là, qui a été faite. Donc 4 ou 5 chambres sur ces modèles-là. Donc à étage avec piscine, arrière-cuisine, 2 salons. Sur ces biens-là, on est aux alentours des 450 à 500 mètres carrés avec vue sur l'île aux Cerfs, le lagon, etc. On est entre 3,5 à 6 millions de dollars environ. Vendues en seulement 6 jours, certaines de ces villas ont déjà été revendues. Un excellent placement pour la spéculation immobilière. On a enregistré sur les 35 dernières reventes que l'on a faites une plus-value d'environ 25% sur 4 ans, ce qui fait donc du domaine une valeur refuge pour les investisseurs. Et donc voilà, c'est aussi l'une des raisons, effectivement, c'est que ce domaine prend de la valeur ou sécurise son investissement. Et ici, on voit toujours plus grand,
est plus spectaculaire. Le célèbre architecte français Jean-Michel Villemotte va y concevoir 8 villas de 800 à 1100 mètres carrés. Prix de vente de 9 à 14 millions d'euros. À ce prix, le groupe vend aussi de la tranquillité et la garantie de ne pas voir surgir des projets immobiliers incontrôlés. On n'est pas dérangé par les voisins. D'ailleurs, la plupart des villas sont inoccupées. Le groupe possède l'ensemble des terres aux alentours qui sont effectivement dans la canne. Et ce qui nous permet d'avoir aussi un développement et un contrôle raisonné des développements immobiliers dans cette région-là. Ce qui est toujours rassurant pour des propriétaires. Rassurant pour les nouveaux acquéreurs, mais pas pour les petits exploitants mauriciens. À quelques encablures de ce luxueux domaine, Kailash Ramdari s'inquiète. Ce petit planteur de canne à sucre se sent acculé. Juste à l'arrière de moi, on avait l'usine d'Ypriva Beauchamp qui broyait la canne de cette région. Et avec le temps, ça s'est converti en Anaïta. Et il y a aussi Four Seasons. Alors peut-être que les gens, quand ils arrivent ici, ils voient juste à l'arrière d'eux qu'il y a des jolies parcelles de terrain. Alors la spéculation de terre a commencé à partir de là. Et pour vous dire franchement, les planteurs, ils ne gagnent pas autant dans les cannes à sucre. Alors vous êtes obligés de vendre. Voilà comment on est en train de perdre des terrains de petits planteurs à travers les spéculations. Ici aussi, les femmes travaillent à l'ancienne. Le contraste entre le luxe du domaine en contrebas et leurs conditions de travail est saisissant. Je suis juste au milieu et je gagne pas mal de propositions. Mais ce sont des terrains qui sont à moi depuis longtemps. Moi, je préfère la garder. Vos enfants, ils ont envie de reprendre votre exploitation? Il y a un garçon qui a à peu près 9 ans. Il aime venir avec moi dans les champs de canne. Il aime voir les activités. Il aime donner des coups de main. Tant bien que mal qu'il ait 9 ans, il fait son effort à son âge. Mais je pense qu'il aime la nature. Il aime ces vues-là. Il aime le 4x4. Il aime voir des travailleurs comment ils coupent la canne. Je suis content quand même. C'est lui qui me donne l'encouragement de ne pas vendre. La pression immobilière est forte et rares sont les zones encore préservées à l'île Maurice. Un collectif tente de s'opposer aux projets immobiliers. Yann et Paco partent régulièrement repérer les terrains menacés par de nouvelles constructions. A priori, c'est des travaux préliminaires. On a l'impression pour encore un projet d'hôtel. Il y a eu des travaux avec des bulldozers et des JCB. Ils ont viré toute la végétation qui était là. On sait que dans le coin, le ministre des Logements veut absolument qu'il y ait toute une série de projets d'hôtels qui vont être faits, alors que normalement il n'y a pas le droit, d'après le plan d'aménagement du territoire, qui dit clairement que cette zone côtière du sud de Maurice doit être préservée, parce que c'est un quartier unique, c'est le dernier pan de Maurice, plus ou moins préservé, il n'y a pas trop de béton. Le terrain est déjà bien défriché. Il a une valeur inestimable pour tout promoteur immobilier, car derrière la végétation se cache une plage. Pourtant, elle n'a rien de paradisiaque. L'érosion a laissé les rochers à nu. Ça, il y a 30 ans, ça n'aurait pas intéressé un promoteur. Maintenant, il y a 30 ans après, il n'y a plus que ça qui reste à offrir. Donc, ils essaient de le bazarder au plus vite, quoi. Ils ont lancé un nouveau secteur d'activité économique à Maurice qui s'appelle le Beach Rehabilitation. Ils sont très créatifs sur les termes. En clair, c'est des dizaines de camions de sable qui viennent, qui remettent du sable. Ça va rester genre, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois. Et bien, la nature étant la plus forte, ben ça repart. Et on va prendre des camions qui vont venir remettre par milliers de tonnes sur la plage. Ce sable est récolté au large dans le lagon, ce qui détruit totalement l'écosystème, notamment les coraux. Les poissons se font de plus en plus rares, mettant en péril l'activité des pêcheurs traditionnels, comme Color. Il a vu la situation se dégrader très rapidement. Il n'y a plus de poissons dans la mer. Il y a trop d'indiscipline. De pêche sous-marine illégale, de braconnage. Ils ont vidé la mer. Avant, on gagnait sa vie facilement. Aujourd'hui, c'est très difficile.
La pêche illégale n'est pas la seule cause de la disparition des poissons. En prélevant du sable pour créer des plages artificielles, le corail est arraché. Les poissons qui s'abritaient dans les récifs désertent la zone. Attendez, je vais vous montrer là-bas où l'eau est claire. C'est comme ici, vous voyez? Ici, le corail est déjà mort. Il est devenu marron. Regardez là de ce côté. Il est encore vivant. Regardez comment il est. Là, il est encore vivant. Quand il meurt, il devient sale. Il devient marron. Il y en a plein les océans. Tandis que le lagon se vide de toute vie marine, la côte, elle, se couvre de constructions. De la mer, le constat est sans appel. Villas et hôtels ont réduit à une portion congrue les plages publiques. L'île Maurice compte 120 km de littoral de sable fin et seuls 26 km sont encore publics. Edwige et Natacha viennent de terminer leur service dans un restaurant. Elles profitent de leur temps libre pour aller sur l'une des dernières plages publiques de Maurice. C'est familial, quoi. On y vient chaque dimanche après une bonne semaine de travail. On vient toujours se détendre, s'épanouir, ou bien faire la lecture, quoi. Petite, je venais déjà, mais avec mes parents. Et puis, je venais souvent avec mes enfants. Je me souviens très bien, je m'asseyais là. Mais là, à cette époque, c'était plus libéré. On partait n'importe où sur la plage. Il n'y avait pas de restrictions. C'était libre. Vous voyez, il n'y avait pas ce sentiment de frustration. C'était partout à nous. Ça nous appartenait. La plage publique s'est réduite comme peau de chagrin, coincée entre propriétés privées et hôtels. C'est là que ça s'arrête aussi. Oui. Et là, comme vous voyez, moi je ne sais pas pour tout le monde, mais moi je ressens, quand je viens là, je ressens la division. Quand je regarde tout ça de l'autre côté, moi j'ai un sentiment que tu n'as pas le droit. Vous voyez? Que tu n'as pas le droit de franchir ce pas. Bon, c'est pas écrit interdit, mais là, en voyant ça, moi au fond de moi, je me dis, bon, c'est pas à toi là. Là, tu arrêtes là. Je ne voudrais pas qu'insécurité me dise, où vous allez, madame? Vous n'avez pas le droit. Moi, j'aime pas ça. Entre les Mauriciens et les grands groupes hôteliers, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Le collectif Arrête qu'aucun nous la plase, qui signifie arrêtez de nous voler nos plages, ne baisse pas les bras pour autant. Sur la plage de Pomponette, menacée par un projet hôtelier, le mouvement citoyen organise un événement pour tenter de faire barrage à cette construction. À nous non, à nous non, à nous non, à nous non. Arrête coquin, nous la place. Arrête coquin, nous la place. Arrête coquin, nous la place. Ça y est. Les plages font partie de l'ADN du Mauricien. Je veux dire, c'est comme on dit à Maurice, nous sommes des enfants de la côte. On est des gens de la côte, quoi. C'est en nous, donc c'est comme si on excisait une partie de nous quand on nous prend nos plages, quand on les modifie, quand on change le paysage. C'est notre identité, ça fait partie de nous. Face au pouvoir de l'argent, les mouvements citoyens ont-ils une chance de l'emporter? Premier élève d'Afrique jusqu'à maintenant, l'île Maurice est devenue une manne pour les pays riches qui y investissent. Mais les écarts entre les plus riches et les classes moyennes se creusent, mettant en péril la paix sociale du pays. Et des élections législatives doivent se dérouler à l'île Maurice avant la fin de l'année 2019. De nombreux candidats et partis indépendants en profitent pour émerger et revendiquer davantage de justice sociale. On reste dans l'océan Indien et on va quitter l'île Maurice pour Mayotte, 101e département français situé dans l'archipel des Comores. Entre Mayotte la française et le reste de l'archipel qui a fait le choix de l'indépendance en 1974, l'écart de niveau de vie est énorme et il alimente depuis des années un marché florissant, celui des kwassa-kwassa, nom de ces traditionnelles barques de pêcheurs transformées en bateaux de passeurs. Chaque jour, des dizaines de Comoriens prennent place à bord de ces embarcations précaires, au péril de leur vie, qu'ils rêvent meilleure. Kwassa-kwassa, un business pirate, un film de Pascal Poirier. Je dis que c'est éteint.
J'ai éteint mon téléphone. Pourquoi je vous dénoncerais? On est tous frères. Au cœur de l'océan Indien, nous avons tourné des images rares à bord d'un Kwassa Kwassa, un bateau de clandestins. C'est la gendarmerie? Non, mais on dirait la police. Mais non, c'est un pêcheur. Je sais pas pourquoi, il vient droit sur nous. T'inquiète, il rabat son poisson. Non, il s'approche. T'as oublié qu'il y avait des traîtres partout en mer. C'est eux. Depuis plus de 10 ans, dans l'archipel des Comores, cette traditionnelle barque de pêcheurs s'est transformée en bateau de passeurs. Surnommé Kwassa Kwassa, il fait la traversée entre l'île d'Anjouan, la Comorienne, et Mayotte, 101e département français. 70 km et un visa obligatoire séparent les deux îles. Chaque jour, sur les 10 bateaux qui débarquent les clandestins à Mayotte, 2 seulement sont arrêtés par la police. C'est qui celui-là? Qui c'est? Tu lui donnes une bouinie, tu lui dis qu'elle tienne et qu'elle s'en occupe. Donne à la jeune là-bas, la jeune Bonnie. Bateau clandestin, le Kwassa Kwassa est condamné au cimetière où il est ensuite détruit par la police pour éviter tout risque de trafic. Mais ce business pirate ne s'arrête pas pour autant. Si ici, côté français, les Kwassa Kwassa sont détruits à la pelle, en face, côté comorien, ils sont fabriqués à la chaîne. Chaque mois, rien que sur ce chantier, 20 bateaux sont construits. Là, je fabrique un nouveau Kwassa Kwassa. Il n'est pas encore fini, mais bientôt il partira à Mayotte, chargé de clandestins avec la police à ses trousses. Une fois la construction terminée, je gagne 100 € par bateau. Ces derniers temps, tous les Kwassa Kwassa se font attraper à Mayotte, alors on doit en construire sans arrêt des nouveaux. Car un Kwassa pris là-bas, c'est plus de travail pour nous ici. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de boulot. Sur l'île, le Kwassa Kwassa fait travailler des centaines de personnes. En face, Mayotte. Dans l'archipel, anciennement colonie française, Mayotte fait figure d'exception. Elle est la seule des 4 îles à avoir refusé l'indépendance lors de la décolonisation en 1974. Arvense signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Restée française, Mayotte, avec un niveau de vie 5 fois supérieur aux autres îles de l'archipel, devient l'Eldorado. Ses voisins sont attirés par le système de santé, d'éducation, l'emploi, faisant fi de l'inaccessible mais néanmoins obligatoire visa baladure instauré en 1995. Car jusqu'à cette date, ni le mot clandestin ni le mot Kwassa Kwassa n'existaient. Depuis, on expulse ici plus que n'importe où ailleurs. Avec 20 000 reconduites aux frontières par an, Mayotte détient le record national. La préfecture a missionné une association professionnelle de juristes pour être présente quotidiennement au centre de rétention. Alors, je me présente, je m'appelle Méline et je travaille pour l'association Solidarité Mayotte. On fait du droit, ça veut dire qu'on travaille avec la loi. Tous les jours, il y a soit un bateau, soit un avion qui part vers les Comores. Le vendredi, exceptionnellement, parfois, on a 2 départs. C'est énorme et c'est surtout inédit. Ça n'arrive qu'à Mayotte. Dans les autres centres de rétention et même en Guyane, ça ne marche pas comme ça. Je viens soutenir mon petit frère qu'on a pris hier. Il avait sa convention, sa carte de bus, son carnet et pourtant il l'a amené ici depuis hier. Ce matin, les visites vont être compliquées. En fait, parce qu'il y a des Kwassa qui arrivent, qu'il y a beaucoup de monde, qu'il n'y a pas beaucoup de policiers. C'est les policiers qui décident.
Les éloignements vers les Comores sont facilités parce que le gouvernement français a signé un accord bilatéral en fait. Un accord de réadmission directe, ce qui veut dire que pour être éloigné vers les Comores, les personnes n'ont pas besoin de prouver leur nationalité comorienne. Contrairement à d'autres pays où en fait les personnes ont l'obligation de prouver leur nationalité et si elles n'ont pas de documents, il faut faire appel à l'ambassade de ce pays en France pour que l'ambassade délivre un laissez-passer. Les reconduites aux frontières sont un quotidien que les autorités ne laissent pas filmer. Le bateau de la ligne commerciale régulière, à la charge de l'État, embarque une cinquantaine de clandestins vers Anjouan, l'île comorienne la plus proche. Aujourd'hui, ils partent légalement, mais demain, ils reviendront clandestinement. Sur cette frontière invisible de l'Europe, les allers-retours incessants alimentent un business lucratif. 70 km plus loin, Domoni, sur l'île d'Anjouan. Cette ancienne ville de sultan a été rebaptisée capitale du Kwassa-Kwassa. Le thème de notre émission ce soir est un sujet que tout le monde connaît, la clandestinité. À la radio locale, des anciens passeurs témoignent, notamment Samir, 33 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis tombé dans ce business car j'ai décroché de l'école. J'ai raté 2 fois le bac et je me suis découragé. J'ai tout arrêté. J'avais honte car je ne gagnais pas d'argent. Comme j'avais des amis déjà en place dans le business, je voyais que ça rapportait. Je me suis dit que c'était mieux de faire ça plutôt que de rester les bras croisés. Quand j'ai commencé, je travaillais la nuit. J'étais là quand un Kwassa-Kwassa revenait de Mayotte pour récupérer les moteurs, les réservoirs, que je stockais ensuite chez le patron. J'avais pas d'horaire fixe. Après, j'étais responsable des passagers. Je leur faisais à manger, je les emmenais au lieu de rendez-vous. Je les cachais où on me disait avant de prendre la mer. J'ai fait ce métier pendant 4 ans et après, les embrouilles ont commencé. Ben, t'es déjà rentré? Je te croyais à Mayotte. T'as pas fait long feu. Même repenti du business, Samir a gardé des liens et un ami, Abdallah Malet, 23 ans, commandant de Kwassa-Kwassa, toujours actif. Je te dis qu'Amadé est un traître. Pourquoi tu ne me crois pas? Il s'est gardé les 500 € pour lui et s'est acheté un nouveau bateau, sans nous payer. C'est Amadé qui t'avait embauché? Oui, c'est lui, Amadé, Abou, Groupa, Ziaka, Meigné. Ils sont tous de la même équipe. Ils sont tous patrons. Dans cette ville qui vit au rythme des prières et des Kwassa-Kwassa, 5 grands patrons se partagent le marché de la traversée clandestine. Domoni a été choisie par les passeurs car elle est le point le plus proche de Mayotte, distant d'à peine 70 km. Quoi de neuf? J'ai été expulsé il y a 3 jours. Je suis reparti et je me suis fait encore expulser. Et ton passeur, c'était Boko? Non, il n'est pas de Domoni. C'est un gars chauve. Bah oui, c'est Boko. Il se fait toujours serrer, lui. Bah ouais, c'est la vie. Là, faut que je trouve de l'argent. Je vais aller demander à ma famille. Tu repars? J'ai un plan. J'espère avoir plus de chance. Tiens, bois un peu de jus. Ça va te faire du bien. Avec un prix minimum de 300 € par passager, les chantiers de Kwassa-Kwassa se sont multipliés sur l'île comme des champignons. Depuis 91, je fabrique des vedettes. En juin, en tout cas, j'ai été le seul pendant 10 ans presque. Mais ce flux-là, c'est dernièrement, là, avec les Kwassa-Kwassa et tout, les Bataclan. Il n'y a rien à faire. Les gens sont pauvres, ils ont besoin d'argent, alors on leur dit, bon, vous allez tenter la mort, et ils vont parce qu'ils ont besoin de vivre. Ouais. Moi, en tant qu'ancien marin, je sais que la vedette de 6 mètres avec 6 passagers, c'est bon.
Alors que les passeurs, ils osent mettre une vingtaine de personnes dedans. C'est ça qui cause le naufrage. Je suis conscient de prendre des risques. Mais je n'ai pas le choix. Il n'y a rien à faire d'autre. Pour un naufrage, j'ai écopé de 2 ans de prison à Mayotte. J'étais le commandant. La police a eu le temps de sauver quelques personnes, mais il y a eu cette mort. En 20 ans, plus de 20 000 personnes ont péri dans ce bras de mer qui sépare les 2 îles. Si d'un côté on compte ces morts, de l'autre on compte ces clandestins. À Mayotte, 1 personne sur 2 est en situation irrégulière. Face à cette immigration massive, le confetti français, à peine plus grand que Paris et sa couronne, est au bord de l'explosion. On n'appelle pas ça une immigration. Il faut appeler les choses par leurs mots. Moi, je dis ça, c'est une invasion. Nous disons aussi aujourd'hui, vive Mayotte, et vive Mayotte dans la France, indivisible, éternelle, et vive Mayotte dans la France, tout simplement. Tout le monde indexe le Morin en disant qu'il est xénophobe. Non. Mayotte, c'est un territoire de 374 mètres carrés. Il ne peut pas éponger la misère de toute l'Afrique australe. La population de Mayotte étouffe et les services de l'État sont submergés. Il faut imaginer que l'immigration clandestine à Mayotte représenterait en métropole l'équivalent de 22 millions de personnes qui seraient sur le territoire sans tellement de droits, sans moyens de vivre, sans moyens de se loger. Donc ils arriveraient, ils squatteraient les parcs publics, les forêts, les champs, les jardins des particuliers, de l'État, des communes. Il est évident que tant qu'il n'y aura pas de stabilité de l'autre côté, ces gens-là viendront. Des gens viennent et des enfants aussi. À bord des Kwassa-Kwassa, les mineurs représentent plus de 25% des passagers. En 20 ans, la population mahoraise a plus que doublé et l'île est aujourd'hui le département français le plus jeune. En grandissant, beaucoup de jeunes clandestins se retrouvent déscolarisés, faute de place ou de papier. Des associations comme le Secours catholique les prennent en charge de 16 à 22 ans. Elles proposent des cours de français dispensés par des bénévoles clandestins. Un Comorien qui a accompli le grand mariage, il se voit appelé grand notable. Je suis arrivé ici en Kwassa. J'avais personne de la famille dans le Kwassa, j'étais toute seule. C'était horrible, vu comment on était entassés et tout. La raison, c'était parce que j'étais malade. Ma mère m'a dit que ce sera mieux de venir soigner ici. En arrivant ici, j'étais petit. C'est ma mère qui me l'avait amené à moins de 8 ans. Et ma mère, elle est partie. Elle m'avait laissé avec quelqu'un qu'elle les connaissait bien. Et je suis grandi sans famille à côté. On dit que 6000 mineurs clandestins errent à Mayotte sans véritable attache. Tous ont pris le Kwassa-Kwassa, souvent par pression familiale, mais pas seulement. Et ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'il y a aussi des raisons politiques. Vous avez de l'autre côté des dirigeants qui poussent leur population à venir à Mayotte en se disant que c'est une île qui est comorienne. On a des gens qui viennent parce qu'on leur a dit « Mayotte nous appartient, allez vous installer comme si vous étiez dans vos champs ». En face, aux Comores, le maire de Domoni répond à un brin provocateur. J'ai l'intention de faire un port de plaisance ici à Domoni, d'où partent les Kwassa-Kwassa vers Mayotte. Je vais faciliter les choses, faire un port même un port, pour que les Kwassa-Kwassa puissent partir. Mais officiellement, sans qu'ils se cachent, je suis le fils aîné du président de la République, le premier président des Comores, celui qui a pris l'indépendance. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte,
En juin, mon élu est grand Comore. Mon père a lutté jusqu'à sa mort pour l'unité des Comores. Et je continuerai cette lutte. Mayotte est comorienne. Mayotte est comorienne. Je vous dis, je respecte la mémoire de mon père. Sur le drapeau comorien, 4 étoiles, à l'image des 4 îles qui composent l'archipel. Nous revendiquons Mayotte et nous espérons qu'un des jours, les Français comprendront que Mayotte est comorienne et restera toujours comorienne. De toute façon, on ne peut pas nous empêcher d'aller à Mayotte. C'est une île comorienne. Ils disent pas ça là-bas. Je m'en fous. Qu'ils le veuillent ou non, Mayotte nous appartient. Et tu penses que les Mahorais seraient contents d'entendre ça? Content ou pas, on a le droit d'aller là-bas. Mais comment tu peux dire ça, vu comment on nous traite là-bas? C'est à cause de votre indépendance que ça merde. Et tu crois que c'est à cause de l'indépendance? C'était mieux la France? Il y avait moins de problèmes. Avec l'indépendance, on a eu des médecins, des professeurs. Mais les professeurs, ils servent à rien. Avec Bac plus 5, ils finissent en mer, comme moi, pour gagner leur croûte. Arrête, tu m'inquiètes. Je m'en fous. Retourne à l'école, t'as rien dans le crâne. C'est donc dans les eaux troubles de la diplomatie post-coloniale que le Kwassa-Kwassa navigue. Dans le creux des vagues se cache un conflit larvé entre les Comores et la France au sujet de la souveraineté de Mayotte, qui géographiquement appartient à l'archipel, mais qui politiquement a voté pour son rattachement à la France. Plusieurs fois condamnée par l'ONU pour violation des frontières, la France serait en situation clandestine à Mayotte. L'ONU et le Vatican ne reconnaissent pas Mayotte comme département français. Il y a eu plusieurs motions au niveau de l'ONU pour dénoncer cette, entre guillemets, cette adoption de Mayotte par la France. Et de même au niveau de l'Église, d'habitude il y a un évêque par département ou par diocèse en métropole. Ici, l'évêque est basé à Moroni, aux Comores, c'est-à-dire Mayotte faisant partie de l'archipel des Comores. Ça fait partie des petits points qui ne sont pas forcément clairs dans les relations internationales. Et vogue le Kwassa-Kwassa, en toute impunité, lui ne connaît ni frontières ni visa. Ce problème de Kwassa, c'est un problème franco-français. Parce que si la France voulait... D'abord, pourquoi lutter contre ce Kwassa? Pourquoi? Pour quel but? Pour quel intérêt? Alors qu'avant le visa Balladur, il n'y avait pas ce problème de Kwassa. Le visa Balladur est impossible à obtenir. Il faut d'abord aller en Grande Comore, où est située l'ambassade de France, et ensuite justifier de 5 000 € sur son compte en banque. Du coup, pour tous, l'autre sésame, c'est le Kwassa-Kwassa. Un bras de mer France-Comore qui devient un bras de fer diplomatique. Selon un des fondateurs du Mayotte Hebdo, le Kwassa-Kwassa est une arme politique. Je pense que la question migratoire est un moyen de contraindre la France à multiplier ses aides vis-à-vis du territoire comorien. Donc c'est complètement instrumentalisé. C'est une politique cynique dans la mesure où, sur Mayotte, la question migratoire devient un sujet hypersensible et explosif. Pour beaucoup, le Kwassa-Kwassa est le résultat d'une décolonisation ratée. À Anjouan, l'ancien préfet regrette le divorce entre les îles. Ça doit être un philosophe ou un écrivain français qui a dit qu'il faut cultiver son jardin. C'est qui ça? J'ai déjà oublié. Il faut cultiver son jardin. C'est ici où je passe mon temps. On essaie de réfléchir sur beaucoup de problèmes. Hein? Nous ne nous attendions pas à ce que certains gouvernements essaient de nous séparer de Mayotte, ni de Moïdi, ni des autres îles. Ce n'est pas ce que nous attendions. C'est comme quand ils nous disent que la France est à Mayotte depuis 1841. Et avant 1841, est-ce que l'histoire de Mayotte commence par 1841? Et avant, qu'est-ce qu'il y avait à Mayotte?
Pour tous, il est difficile de dénouer les fils d'une culture commune, métissée au fil de l'eau. À se demander si d'une île à l'autre, le destin de ces hommes et ces femmes n'a pas été pris au piège des tours de passe-passe de l'histoire. En 1841, le sultan de Mayotte, Andriana Tsouli, cède son île à la France pour se protéger des autres sultans de la zone plus batailleurs. La colonie française s'installe à Mayotte et avec elle, le déplacement et métissage des populations entre les îles. À cette époque, on ne voyage pas en kwassa-kwassa, mais en boutre. Il y a des personnes qui ont été envoyées à Mayotte par les sultans parce que c'est un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Parce que les gens qui venaient ici, ils ne venaient pas gratuitement. Donc les sultans étaient rémunérés pour octroyer de la main-d'œuvre aux plantations de Mayotte. On a réactivé des réseaux qui existaient au XIXe siècle, des réseaux qui sont criminels parce que même au XIXe siècle, c'était des négriers qui avaient chapeauté l'organisation de ce réseau-là. Donc aujourd'hui, c'est aussi organisé par une mafia comorienne ou pas d'ailleurs, mais qui profite de la misère de la région et au-delà. Aux Comores, 20e pays le plus pauvre au monde, le kwassa-kwassa a aujourd'hui détrôné le clou de girofle comme principal produit d'exportation. Avec un indice de développement quasi nul, un système éducatif et sanitaire inexistant, un État défaillant et corrompu, le kwassa-kwassa est l'unique secteur de l'île qui embauche. Ne touchez à rien, vous êtes sur la bonne fréquence. À la radio locale, l'émission spéciale Kwassa-Kwassa se poursuit. Nous retrouvons Samir, le repenti. Ce business, tu tombes dedans sans le vouloir. En plus, c'est un boulot sans risque car aucune loi ne punit le trafic, ni les passeurs. J'ai quitté ce métier, mais je dis pas pour toujours. Car on ne sait jamais. Dieu seul le sait, et ça se pourrait que dans un futur proche, je reprenne la mer. Dans ce business, on n'est jamais sûr de rien. Un besoin d'argent et facilement on peut reprendre la mer. Pour l'instant, Samir a choisi de rester sur la terre ferme et supervise les activités communautaires de la ville. En quoi ça, j'étais assis, mais il y a trop de vagues. J'ai même vomi, mais ici je ne vomis pas. Pour quelques dizaines d'euros par mois, Samir est régisseur, sonorisateur d'événements et a même décroché un poste d'animateur à la radio. Dupont fait le show avec vous. La France nous fait rêver. La France nous fait rêver, la France nous fait rêver, tout le monde pense à aller en France. Même dans les avions, il n'y a pas de place. À son ami Abdallah Malet, commandant de Kwassa-Kwassa, Samir confie vouloir faire la traversée en tant que passager cette fois. À Mayotte, il veut rendre visite à la mère de sa fiancée, partie se faire soigner et jamais revenue depuis 3 ans. Le commandant Mallette conduira Samir jusqu'à Mayotte. Les départs s'improvisent à tout moment, dès lors qu'il y a un minimum de 8 passagers. Ici, c'est Karima. Une plage où pêcheurs et passeurs se côtoient au quotidien. C'était un métier noble et rentable. Mais là, avec la crise, les prix ont baissé. T'encaisses plus tes 3 000 € comme avant.
Là, par voyage, on nous paye entre 50 et 300 euros. Ben, c'est mieux que rien. Des fois, il y a des candidats qui veulent privatiser le bateau. Là, ils payent entre 1000 et 2000 euros. Et je les dépose à Mayotte même. Sous Sarkozy, on a pris. On nous tabassait, mais maintenant ça va mieux. Les flics ont compris que s'ils nous traitaient mal, on ne reviendrait pas. Et ils n'auraient plus de travail à faire car c'est grâce à nous qu'ils peuvent continuer à chasser des clandestins sur Mayotte et qui ne sont pas au chômage. Bon, maintenant, si tu t'énerves, ils n'hésitent pas à t'en mettre une. Mais si t'es calme, ils te laissent tranquille. Combien tu les vends, tes chèvres? Pourquoi? Elles sont pas à vendre. Je veux acheter la noire. Mais t'as pas d'argent. C'est toi qui n'as pas d'argent. C'est à cause de gens comme toi que le pays stagne. C'est une vedette mahoraise qui vient chercher quelqu'un. Il y a un réseau aussi là-bas qui envoie de les kwassa-kwassa ici. Ça se passe comme ça dans tout l'archipel. Les 4 îles, Grande Comore, Moélie, Anjouan, Mayotte, tout le monde travaille dans le business du kwassa-kwassa. Ça y est, Samir va partir dans la nuit. Les patrons passeurs n'autorisent pas que l'on filme le départ du bateau, mais à bord, Samir a pris une petite caméra. La saison des départs de kwassa-kwassa coïncide avec la saison des mariages. On est en septembre et les conditions en mer sont favorables. Dans la tradition comorienne, on n'entreprend rien d'important le mardi, ça porte malheur, comme on ne monte jamais du pied gauche dans un kwassa-kwassa. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Tu vas nous foutre à l'eau. Viens t'asseoir. On va partir, avec Dieu et son prophète. On a laissé Domoni derrière nous. Dieu merci, la mer était calme. Cette fois, on était peu à bord. Ils avaient réparti les passagers sur 2 kwassa-kwassa pour être plus légers et arriver plus vite à Mayotte. Nous, à bord, on était 9. Il y avait une femme avec son mari qui portait leur bébé de 1 an, 2 Anjouanais, 2 grands Comoriens et les 2 passeurs. Le voyage vers Mayotte dure normalement 3 heures, mais varie en fonction des détours à faire pour éviter la police. Les passeurs reçoivent les informations de leurs complices par téléphone. À Mayotte, on a des complices dans la gendarmerie nationale. Ils nous disent quand il y a des patrouilles et comment il faut contourner par le nord ou par le sud, selon que la gendarmerie est à tel ou tel endroit. À midi, on sait que c'est la pause déjeuner. Et du coup, dès 11h30, ça laisse la voie libre car ils sont déjà partis. C'est là qu'on en profite pour débarquer. En attendant le bon créneau pour débarquer sur Mayotte, les kwassa-kwassa patientent au large. Une pause de 30 minutes en pleine mer, sans aucune protection ni sécurité, avant l'étape finale. On appelle ça escale.
C'est comme quand tu vas en France ou en Amérique, tu fais escale. C'est pas direct. Quand tu es tout près de Mayotte, tu t'arrêtes pour le transfert des passagers. Tu rapproches les bateaux pour qu'ils passent de l'un à l'autre. Un kwassa-kwassa repart vide vers Anjouan, pendant que l'autre continue sa route, ou se fait serrer. Après 6 heures passées sur l'eau, c'est la dernière ligne droite vers Mayotte. Mais la police patrouille et le kwassa-kwassa est obligé de débarquer ses passagers sur un îlot tout près des côtes de Mayotte. Venez vite! Venez récupérer les passagers! Il y a du monde sur l'îlot. Mais non, imbécile! Viens! Viens là! T'es avec qui? C'est quoi la suite du programme? Préparez votre argent pour aller à Mayotte. Mais prenez déjà quelques passagers. Nous, on peut pas rester, on va se faire choper. L'îlot de Samboro, c'est un caillou en terre française situé à 5 km de Mayotte. Ici transitent les kwassa-kwassa pour limiter les risques d'interception par la police. Un autre réseau de passeurs effectue la navette entre l'îlot et Mayotte même. Il faut payer là? On va encore payer? Attention à ce que tu fais. T'es pas sur du sable là. Lève le moteur. Allez, descendez, vite, vite. Allez, descends, connard. Les autres sont tous partis et toi t'es encore là. On a attendu un kwassa-kwassa pendant 6 heures, caché sans bouger sur l'îlot. J'ai croisé un gars de Dominique qui attendait aussi. Tout de suite, il m'a dit « Et Dupont, qu'est-ce que tu viens faire à Mayotte ?» Je lui ai dit que je venais voir la mère de ma future épouse, mais que j'étais un peu perdu. Il m'a prêté son téléphone et j'ai appelé quelqu'un que je connaissais, à qui j'ai expliqué ma situation et qui a négocié pour moi. Grâce à Dieu, ça a marché. C'est précisément ici, sur la plage du préfet, face à l'îlot de Samboro et au pied du radar de la police, que Samir a débarqué, moyennant une centaine d'euros payés au nouveau réseau de passeurs. Ici, tous les soirs à la même heure, on peut assister au ballet incessant des kwassa-kwassa. Pour regagner Mayotte, Samir aura mis 15 heures et payé 400 euros. Une fois débarqué sur la terre ferme, il trouve refuge chez des amis. Grâce à un réseau d'entraide et aussi parce que beaucoup ont déjà de la famille installée à Mayotte, les clandestins trouvent rapidement leur chemin. Le lendemain, nous retrouvons Samir qui découvre la France pour la première fois. Samir a fait des dizaines de fois la traversée Anjouan-Mayotte en tant que passeur, mais jamais il n'a posé le pied en terre française. Il cherche où vit sa future belle-mère, dans un des dédales de tôle qui ont fleuri partout sur l'île. Quand j'ai su que tu venais, j'ai prié pour toi, du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Et cette nuit, quand j'ai entendu l'hélico, je me suis dit, j'espère que c'est pas pour Samir. Alors ce matin, j'ai demandé s'il y avait eu des kwassa-kwassa arrêtés pendant la nuit. On m'a dit que non. Puis tu m'as appelé. J'étais soulagée. Des retrouvailles que Zenouni fait partager au téléphone à sa fille, Raïma, qui vit à Anjouan et que Samir a demandé en mariage. Des photos rappellent à Zenouni ceux qu'elle a laissés derrière elle,
C'est pour soigner une fracture ouverte de la jambe qu'elle a pris le kwassa-kwassa. Elle s'en souvient encore. Ce jour-là, vraiment, le bateau monte, descend, et quand il monte, il descend, j'entends comme que le pied est coupé. Moi, j'ai crié beaucoup. Et mon frère disait doucement, doucement, on va arriver. Je dis que moi, je vais mourir, mon frère, moi, j'ai peur. Depuis, Zenouni n'est jamais repartie. Elle est hébergée chez son frère, ouvrier agricole clandestin. Elle redoute les contrôles de la police et reste enfermée. Pour passer le temps, cette ancienne institutrice fait école aux enfants du quartier. Je reste seulement ici avec mes enfants, avec les petits-enfants ici. Sa maman et son père vont aller à la campagne. Et j'ai peur parce que quand il me disait où est votre papier, et j'ai peur, alors je reste seulement toujours ici. C'est pourquoi je dis que je vais aller chez moi. Là-bas, on va se promener, on va aller n'importe où tu veux. Mais ici, seulement ici, aux toilettes, jusqu'à quand? Ça me fait mal même ma santé. En 2016, plusieurs bidonvilles comme celui-ci ont été la cible de violentes attaques organisées par des comités de villageois en colère, décidés à chasser eux-mêmes les clandestins puisque l'État ne faisait rien. Il y a eu des campagnes de décasage en fait, qui ont été faites ici à Mayotte. Il y a des comités en fait, de villages qui se sont réunis et qui, on va dire, lassés de l'immigration massive et de, selon eux, la délinquance que ça pouvait apporter, ont décidé d'aller déloger les personnes. Qu'ils s'en aillent! Qu'ils s'en aillent! La cohabitation maori-comorien est devenue impossible. Ce quartier s'est complètement vidé de ses habitants, tous expulsés. Si c'était des expulsés des pays de guerre, on comprendrait, on faisait l'humanité. Mais aujourd'hui, ils viennent chez eux, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Monsieur le préfet, gentiment, faites rentrer ces gens-là chez eux. En 2007, la lutte contre l'immigration clandestine était déjà une priorité. La brigade de police, chargée des contrôles d'identité dans les quartiers chauds, était surnommée Police Raclette. Aujourd'hui, on lui prête le nom de Police Basket. Elle interpelle chaque jour une trentaine de personnes par ronde pour répondre à la politique du chiffre. Il y a toutes les procédures à taper encore les procédures du Kwassa. Ouais. On a assez court. On fait 19. 19 avec ce qu'il y a, c'est bon, ça fait le chiffre. C'est bon, bon allez, 25 ça fait. Allez, cours. Si Yamako on fera demain c'est Au fil des années, les moyens de lutte contre l'immigration clandestine se sont intensifiés à Mayotte, avec des budgets à la hausse, des effectifs renforcés et une modernisation des radars et bateaux. Tout un arsenal dont le préfet, plusieurs fois sollicité, n'a pas souhaité parler. En revanche, à la rédaction du Mayotte Hebdo, les journalistes sont plus prolixes. Je pense que la France a tout à fait les moyens de limiter l'arrivée des Kwassa. Mais il manque visiblement une volonté politique du gouvernement français. On dit à chaque fois, ouais, il faut lutter contre l'immigration, mais il n'y a pas suffisamment de contrôle, à mon avis. Les surveillances du lagon, ce n'est pas tous les jours. Les Kwassa, tous les jours, il y a des arrivées de Kwassa. Tous les soirs, sur les différentes plages de l'île. Malgré la présence des radars, ça n'a absolument pas stoppé cette venue massive. C'est assez bizarre, effectivement, que les radars soient aveugles. Mais pire, c'est que nous avons une brigade nautique qui n'a aucun moyen. Les vedettes aussi sont en panne. Les policiers sont là, mais ils n'ont pas la possibilité de faire leur travail en mer.
Le kwassa-kwassa échappe au contrôle et déverse chaque jour de nouveaux arrivants qui alimentent à Mayotte une économie légale ou non. Ça génère une économie au quotidien importante. Le Canada, par exemple, fait des cartes sans compte bancaire, sans truc. Donc il y a quand même les opérateurs économiques qui ont bien conscience que ça représente un marché, ça représente une portion importante de la population. Et eux, ils font du business, et ils savent qu'il y a des clients là, ils n'ont pas de compte, donc ils s'organisent pour les récupérer quand même. Donc il y a une économie qui tourne un petit peu grâce à ça. Ils participent certes à l'économie, mais il y a aussi une économie parallèle. Parce qu'il y a le travail au noir, il y a aussi le Comorien qui travaille là, quand il gagne 5 €, on sait très bien que les 3 € ils partent aux Comores. Donc c'est une économie, un manque à gagner pour le territoire. On a eu quelques informations crédibles là-dessus, qu'il y a des élus de différentes municipalités qui attribuent des terrains appartenant à la mairie à des clandestins, moyennant finance, bien entendu. Des accusations que nous n'avons pas pu vérifier. Dans ce département où 82% de la population vit avec moins de 350 € par mois, l'économie informelle est largement répandue. Depuis 21 ans, Zaki est garagiste clandestin à Kaweni. Il tient à la discrétion sur la rue où il opère. Il y a beaucoup de travail ici, car tout le monde n'a pas les moyens d'aller chez un vrai garagiste, un qui a pignon sur rue. Avec mon garage sauvage, j'ai trouvé une niche. J'ai plusieurs clients. Je gagne bien ma vie. Cela me permet de manger à ma faim tous les jours et aussi de nourrir la famille. J'ai pas de problème car j'ai un métier, je ne suis pas délinquant. Et je prends des apprentis avec moi, je les aide et je donne un sens à leur vie en les formant à ce métier. Les clandestins sont présents dans différents secteurs comme l'agriculture, le bâtiment, l'artisanat ou la restauration. On dit même que sans eux, l'économie de Mayotte s'effondrerait. Ce qui est sûr, c'est que si on mange du poisson à Mayotte, c'est grâce au travail de pêcheurs clandestins comme Anouar. Il n'est jamais parvenu à se faire régulariser. Samir retrouve Anouar qu'il connaît d'Anjouan. Son ami lui confie sa difficulté à vivre à Mayotte. Vous êtes la main-d'œuvre de l'île et après on vous chasse. Ils nous disent « Vous n'avez plus de Dieu à Anjouan pour venir à Mayotte ?» Ils nous insultent. Mais ici, on apprend à fermer les oreilles. Moi, je pourrais pas vivre comme ça. On vend notre poisson à la coopérative qui nous le rachète 40% moins cher que le prix normal. On gagne rien. Tout va dans les poches du patron mahorais qui nous dit que les bénéfices, c'est uniquement pour lui. Certains mahorais nous considèrent comme des esclaves. Et chez eux, c'est comme un rituel de rabaisser l'anjouanais, avec des mots qui tuent. Mais moi, je les ignore. Samir souhaite maintenant rentrer chez lui, à Anjouan. Tu sais, si tu n'as pas une bonne situation, tu n'as qu'à rester chez toi. Moi, je ne vois pas à quoi bon je laisse ma vie là-bas et venir souffrir ici. Pour ce départ volontaire pris en charge par l'État français, Samir passe par le centre de rétention pour de simples formalités administratives.
Ça va? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour faire le départ volontaire? Pour partir aux Comores? D'accord. Donc, les gens qui font le départ volontaire sont interdits de revenir à Mayotte. Pendant 3 ans maximum. Si on vous attrape sur le Kwassa et que vous avez fait un départ volontaire avant, moi je pourrais rien faire pour vous. Welewa tout le monde, bien? C'est bon? Ok. Il y a une vision qui est peut-être un peu fausse de l'immigration à Mayotte. C'est-à-dire que les gens voyagent d'île en île depuis toujours. Il ne faut pas croire que les gens viennent à Mayotte et s'accrochent ici sur le territoire. Ils ont des intérêts familiaux, économiques à Mayotte, mais aussi dans les autres îles des Comores. Les gens bougent au sein de l'archipel et la solution, c'est qu'on regarde un peu de plus près le visa Balladur, qu'on voit si on ne peut pas l'adapter, qu'on voit si on ne peut pas trouver un cadre législatif qui soit mieux adapté aux traditions en fait ici et à l'histoire des gens ici. En 1h30, la liaison maritime régulière reconduit aujourd'hui une 60aine de clandestins vers Anjouan. Cela coûte à l'État français 140 € par passager. Et pendant qu'on expulse ici, là-bas à Anjouan, les chantiers de Kwassa Kwassa ne ralentissent pas la cadence. Si ce business fonctionne, c'est aussi grâce à toutes ces expulsions. Car à chaque fois, ce sont des dizaines de personnes qui veulent repartir vers Mayotte. Alors pour faire face à cette demande, il y en a plein ici qui ont vendu leur terrain pour s'acheter un bateau et se lancer dans ce business très vite rentable. À l'heure de la prière, sur le chantier, c'est au tour des enfants de fabriquer leur bateau. Des chutes de mousse polyuréthane tombées du Kwassa Kwassa, cousues main dans un sac de riz, voilà leur pamba. Un bateau, lui aussi, très convoité. C'est mon pamba. Faut toujours que je le cache. Sinon mes frères l'abîment. Mais moi, je peux pas passer mon temps à en refaire. Mayotte est peut-être loin, mais face aux déferlantes de cet océan de misère, c'est encore le rire des enfants que l'on entend. Quelle est l'origine de ce Kwassa, Madame Pascal? Vous parlez de Kwassa, mais vous ne savez même pas son origine. Quelle est l'origine de ce Kwassa? Je ne sais pas ce que ça veut dire Kwassa Kwassa. Pourtant, c'est une expression qu'on utilise assez souvent. Kwassa, ça veut dire quoi? Kwassa? Quoi ça? C'est quoi ça? Une forme de danse africaine. Je crois que c'était ça au départ. Kwassa, c'est une danse africaine. C'est comme si on tanguait comme un bateau en mer. Kwassa, c'est des bateaux parce que les gens joignaient, montent et ils viennent à Mayotte ici. Il va aller en Paris. Et c'est la fin de ce numéro d'investigation. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur France O.